Et en devenant entrepreneuse, j'ai appris aussi que c'était super important d'apprendre à demander de l'aide pour pouvoir réussir, en fait, et que c'était pas un manque d'autonomie. Au contraire, on gagne en autonomie en apprenant des autres, en demandant de l'aide. C'est pas une force de faiblesse, mais au contraire, c'est une force et on gagne, en force en étant soutenu et je pense que si j'avais pas eu la capacité, de demander de l'aide, j'aurais arrêté 100 fois, d'être entrepreneuse, clairement. Allez, bienvenue dans Les Biais dans le plan-plat, le podcast qui explore ce qui nous freine, ce qui nous pousse et ce qui nous oblige à nous transformer. Ici, je tends le micro à celles et ceux qui osent retirer l'armure, revenir à l'essentiel et partager ce qui les a vraiment transformés. Parce que derrière nos décisions, nos doutes et nos élans, il y a souvent des biais invisibles, des filtres qui déforment notre perception et influencent nos choix sans que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rebecca Svel. Bienvenue Rebecca. Rebecca fait partie de ces personnes qui refusent de rentrer dans des cases. Coach, conférencière, entrepreneur social, créatrice du club Gals for Change, elle accompagne des femmes à construire une carrière qui est à la fois du sens, de l'impact et de la liberté. Alors j'ai lu sur Internet que tu es diplômée en entrepreneuriat Paris-Dauphine, que tu as commencé par accompagner des entrepreneurs du changement, notamment chez Ticket for Change, avant de créer ta propre voie, que tu as également cofondé des initiatives associatives, donné des TEDx, écrit des livres, que tu fédères une communauté d'entrepreneuses. Mais au-delà de toutes ces étiquettes, je voulais te poser la question. Sans les cases, qui es-tu, Rebecca? Waouh! Waouh! Je sens qu'on va être très, très deep aujourd'hui. Merci Sophie pour ton invitation. Merci pour ta question, et coucou et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, aujourd'hui. Je suis hyper contente d'être là déjà. Merci de proposer cet espace Sophie, c'est hyper précieux. Et alors qui suis-je? Grande question, en dehors de toutes ces étiquettes. Très belle présentation, merci de me rappeler, tout ce chemin qui donne, confiance et humilité. Qui je suis? Bah, déjà, je suis une nana de 34 ans et demi. Et on dit plus à partir de 34 ans, mais moi j'ai 34 ans et demi. Je suis très amoureuse. Je suis tellement heureuse d'être amoureuse parce que j'ai longtemps non seulement cherché ma voie, mais aussi cherché le grand amour. Et pour moi, c'est un cadeau. Et c'est vraiment hyper important pour moi qui suis si passionnée, qui ai tant besoin d'amour euh, dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Et puis, j'aime bien les gens. Vraiment, j'aime énormément les connexions. J'aime énormément les belles rencontres, les échanges de cœur à cœur. C'est pour ça que je suis particulièrement contente qu'on ait cette espèce aujourd'hui. J'aime rire. Je trouve ça extrêmement précieux. J'aime faire rire les gens aussi. Bon, ça marche pas toujours, mais moi je me fais bien rire déjà. J'aime manger, j'aime la nature, même si je suis pas assez connectée au quotidien, puisque j'habite à Paris, mais j'aime aussi vivre à Paris, parce que je suis proche de mes proches, et ça c'est très important pour moi. Qu'est-ce qui est important? J'ai beaucoup danser. En ce moment, j'ai un peu plus de mal avec mon corps, avec prendre du temps non productif. Voilà, mais en tout cas, historiquement, et j'espère à l'avenir, ou pas, j'aime la musique. J'aime bouger, j'aime les danses de couple, la salsa, la bachata, j'aime la danse libre et le koya. Je trouve que ce qui fait une personne, c'est aussi ce qu'elle aime. Et puis mes valeurs, peut-être. J'ai des valeurs fortes. Ce qui me vient là, spontanément, c'est d'alignement. J'ai énormément besoin de me sentir en phase avec qui je suis, de pas porter de masque dans la vie et au travail en particulier. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis devenue entrepreneuse, pour vraiment construire une vie sur mesure, une vie professionnelle sur mesure et qui corresponde à qui je suis, ce que je fais, ce que je dis soit pleinement congruent, extrêmement important pour moi. La joie, ça me vient aussi comme valeur importante. Profiter, même si parfois je me prends trop au sérieux et je travaille trop et je me mets trop de pression. Euh, mais la joie, et c'est pour ça que je m'entoure aussi beaucoup de personnes qui sont connectées à la joie et qui me ramènent aussi à l'essentiel, ce que j'ai beaucoup appris dans mon parcours de formation à la communication non violente avec Thomas Dansbourg notamment, c'est que ce qui fait sens, c'est la joie. Et la joie,
mène au sens aussi. Donc c'est voilà, quelque chose d'hyper soutenant. L'amour, j'en ai déjà parlé. Euh, voilà, et au-delà de ça, sur le professionnel, bah, j'ai déjà un peu commencé, mais ce qui est un peu distinctif par rapport à d'autres personnes, et probablement le signe aussi de trauma complexe. Depuis toute petite, je suis obnubilée par le fait de réussir ma vie. Ce qui est une belle œuvre aussi, mais j'ai vécu vraiment comme un handicap le fait de pas avoir de vocation professionnelle. Et voilà, ça a vraiment été déstabilisant pour moi qui ai besoin de sens, qui ai besoin de me projeter, de construire. Et donc, à défaut d'avoir une vocation toute tracée, j'ai décidé de tracer ma propre voie par moi-même et d'aider d'autres femmes à tracer leur propre voie, une voie qui leur corresponde vraiment, et notamment dans une démarche entrepreneuriale, en créant et en développant une entreprise qui leur permette non seulement d'être pleinement qui elles sont et d'offrir au monde ce qu'elles ont de plus beau à offrir, parce que je crois vraiment dans le fait que chaque être humain a quelque chose de beau et a quelque chose de singulier à partager, et que chacun, avec sa petite contribution, fait en sorte que on avance dans la bonne direction. Et donc, voilà, voilà, je contribue depuis effectivement une dizaine d'années à accompagner en particulier les femmes depuis 6 ans à construire leur voie professionnelle à partir d'elles-mêmes grâce à l'entrepreneuriat comme outil, notamment pour les aider à avoir un mode de vie qui soit plus libre, plus équilibré et plus joyeux, qui sont des valeurs importantes pour moi. Et pour ça, j'ai créé plein de projets depuis plusieurs années. Et la version la plus aboutie de ces itérations, c'est effectivement le club Girls for Change, au sein duquel on coopère toutes les deux et avec une belle brochette de femmes inspirantes, qui est effectivement un espace, une safe place. Ça peut prendre plein de noms. Mais nous, effectivement, je n'aime pas rentrer dans ces cases d'incubateur, de mastermind, voilà, de quoi que ce soit. En fait, c'est assez singulier, en fait, et c'est co-créé avec chacune des femmes qui appartient à ce mouvement. C'est vraiment un espace pour porter les femmes qui entreprennent solo, afin qu'elles n'aient plus à tout porter solo. Et quand je dis tout porter solo, c'est à la fois l'anxiété financière de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi la charge de travail, où quand on entreprend solo, bah, on a à être experte de son cœur de métier. J'accompagne particulièrement des femmes qui sont dans les métiers de service, tels que l'accompagnement, la communication, le bien-être ou autre. Donc, il y a besoin d'être experte de son métier, mais il y a aussi besoin d'être experte du marketing, de la compta, de la com, de la gestion d'entreprise, de l'organisation et la fisca, et j'en passe. Du management quand on commence à déléguer. Bref, et c'est énormément de charge de travail. Donc voilà, il y a beaucoup à gérer. Et puis un petit syndrome de l'imposteur souvent qui nous met des bâtons dans les roues parfois, avec voilà, des doutes sur sa légitimité, sur sa confiance, et puis sur la gestion du temps. Bref, beaucoup de sujets que j'ai envie de soutenir auprès de femmes, grâce à la force d'un collectif, et aussi grâce à la force d'une guidance, d'un accompagnement individualisé par le groupe. Et c'est pour ça que le club Girls for Change est né. Girls for Change, ça veut dire les meufs pour le changement en anglais. C'est très peu connu, on connaît beaucoup le Hey Guys, pour celles qui ont regardé Friends notamment. C'est une série culte de ma génération en tout cas, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout le temps Hey guys, mais le girls n'est pas très connu. C'est les meufs, quoi. Et moi, j'avais envie d'une identité féminine, mais aussi d'une identité fraîche, dans un esprit euh, de jeunesse au sens dynamique et qui en veut. Et voilà, c'est cette idée aussi de remettre les femmes sur le devant de la scène, au sens figuré comme au sens propre, de les aider à prendre conscience de leurs valeurs pour aussi avoir conscience de la valeur de leur service et être rémunérés à leur juste valeur. Et il y a beaucoup de sujets autour justement des enjeux de confiance en soi, d'expression de soi, parce que ce sont des sujets clés pour pouvoir vivre de ces activités. Et surtout, et c'est bien ça ce à quoi on aspire au sein du club, c'est de pouvoir avoir une entreprise pérenne pour qu'elle nous permette de vivre la vie de nos rêves, dans laquelle on puisse faire ce qu'on aime, faire ce qu'on est, et puis être libre aussi de la façon de mener notre vie
en dehors des cases, en dehors des injonctions, en dehors des biais. Je pense que tu sauras nous éclairer sur ces sujets, Sophie. Euh, donc voilà, c'est tout ce qui m'anime aujourd'hui. Et c'est vrai que autant je crois en la force du collectif, autant je crois à la force de l'accompagnement individualisé, autant l'expérience m'a encore plus prouvé à quel point c'était surpuissant de combiner les deux. Et moi-même, j'ai été énormément accompagnée en individuel et en communauté. Et c'est ce qui a inspiré cette communauté-là. Donc je remercie aussi au passage tous mes mentors, tous mes coachs, toutes mes formatrices, toutes les communautés qui sont nombreuses et variées. Je pense à Intériorité et Changement sur la communication non violente, je pense à Creators for Good sur l'entrepreneuriat durable. Je pense à tellement de choses que je les oublie, mais l'énéagramme, enfin, il y a tellement, tellement de choses, les formations en coaching, enfin, voilà. Tout est sur mon site, je ne veux pas en oublier, j'ai beaucoup de gens à remercier. Mais voilà, ce que je dis souvent, c'est que depuis petite, j'ai appris à me débrouiller toute seule, à pas demander de l'aide. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne aussi. Et en devenant entrepreneuse, j'ai appris aussi que c'était super important d'apprendre à demander de l'aide pour pouvoir réussir, en fait. Et que c'était pas un manque d'autonomie. Au contraire, on gagne en autonomie en apprenant des autres, en demandant de l'aide. C'est pas une force de faiblesse, mais au contraire, c'est une force. Et on gagne en force en étant soutenu. Et je pense que si j'avais pas eu la capacité de demander de l'aide, j'aurais arrêté 100 fois d'être entrepreneuse, clairement. Ou alors j'aurais continué, mais en sacrifiant beaucoup de choses importantes telles que le sommeil, la joie de vivre, les liens, la confiance, l'alignement ou que sais-je. Donc voilà, c'est extrêmement important d'avoir l'humilité, le courage et la force de pouvoir, surtout quand on entreprend solo, ne pas rester solo, ne pas s'enfermer, mais vraiment savoir ouvrir son champ des possibles en étant soutenu et accompagné, et ça nous aide à nous déployer. Et tu disais un truc en tout début de présentation, moi, qui m'a marqué, c'est que tu dis j'ai souffert de ne pas avoir de vocation. Et quand on voit ton parcours, tu as souffert de ne pas avoir de vocation. Et, et je pense que c'est un double sujet intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je n'avais pas l'idée de ce que je voulais y faire. Je savais que je voulais être indépendante, mais je ne savais pas ce que je voulais y faire. Donc pour moi, ce sujet de vocation, il est clé. Il est à la fois sacralisé, c'est-à-dire que si t'as pas la bonne idée, t'y vas pas. Mais bah, la vocation, c'est justement ton travail maintenant au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, j'ai souffert de ne pas avoir de vocation. Oui. Ouais, ouais, merci pour ta question. C'était rigolo en reflet. Ouais, ouais, j'ai vachement souffert de pas avoir de vocation parce que j'avais terriblement besoin de sens et de me projeter dans un futur plus joyeux au moment où j'étais enfant et où, bah, enfant, moi, j'ai eu l'impression de subir beaucoup ma vie et j'avais besoin de reprendre les rênes. J'avais besoin de savoir que je pouvais avoir de l'impact, que je pouvais réorienter ma vie vers des choix qui soient plus alignés pour moi. C'est pour ça que j'aime bien être adulte aussi. Euh, ouais, donc j'avais vraiment besoin de sens. Et du coup, moi, j'ai été très investie, trop investie peut-être, dans mes études pour m'ouvrir toutes les portes, etc. Mais j'ai pas aimé mes études. J'ai détesté même une grande partie de mes études. Donc c'était difficile pour moi qui ai besoin d'être passionnée, de faire quelque chose que je n'aime pas pendant longtemps en plus, parce que j'ai quand même décidé de faire des études longues, avec un bac plus 5-6, on va dire, parce que j'ai fait une année de césure. Donc faut tenir quoi. De faire jusqu'à, je sais pas, 24 ans des choses que j'aimais pas. Quand j'ai autant besoin de plaisir, de sens, de passion, ça demande de l'endurance. Donc j'ai vraiment souffert au quotidien, travailler sur des choses qui ne me passionnaient pas. Vraiment. Et en même temps, je me félicite de mon endurance. Tout n'était pas tout noir non plus. J'ai trouvé petit à petit des choses qui m'ont passionnée. Euh, Notamment déjà les gens. J'ai eu des belles connexions, des beaux groupes, etc. Dès le collège-lycée, c'était très joyeux et c'était ma première passion en fait, les gens.
Et puis petit à petit, en débutant des études d'économie et gestion à Dauphine, j'ai pas du tout aimé, ni les gens, ni ce que j'étudiais, sauf exception bien sûr. Des amis encore de cette fac qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, mais c'était plutôt de l'ordre de l'exception. Et j'ai commencé à m'engager dans des associations caritatives qui ont redonné du sens à ma vie et qui, je pense, m'ont préservé d'une dépression profonde. Bon, qui se serait transformée du coup en hyperactivité, puisque j'avais et mes études très exigeantes et des professeurs qui me correspondaient pas et des sujets d'études qui m'intéressaient pas et en même temps des sujets associatifs où pour le coup je venais me ressourcer, quoi, me rebooster, même me gagner confiance. Et c'est grâce à cette première association qui s'appelle Cheer Up que j'ai retrouvé du sens, euh, retrouvé confiance aussi. On a aidé des jeunes malades de cancer à réaliser des projets pour rester motivés dans la lutte contre la maladie. Avec du recul, ça a aussi été mes premiers pas de coach, mais sans vraiment m'en rendre compte à l'époque. Et puis mes premiers pas de manageuse, puisque j'ai géré des équipes à un niveau local, puis à un niveau national, rencontré des personnes qui partageaient mes valeurs et à quel point ça donne de la force et à quel point je me suis dépassée. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de grandes choses. De le dire, ça fait quelque chose, mais je me le permets, parce que j'aime bien quand j'entends des personnes reconnaître aussi leurs valeurs. Ça fait plaisir de me voir oser le dire. Et puis petit à petit, voilà, je me suis rendu compte que j'aimais l'accompagnement, que j'aimais le management, que j'aimais mettre mes outils business au service d'une cause. Et j'ai décidé de construire, de co-construire une autre association pour aider les jeunes à trouver du sens dans leurs études et à contribuer à résoudre les enjeux sociaux et environnementaux de nos temps. Et ça a été du coup la première fois que j'ai vraiment entrepris avec une équipe. On a cofondé le Noise, qui s'est donc développé dans une dizaine d'écoles en France. Et j'ai adoré cette expérience, avec des hauts et des bas bien sûr, mais en tout cas ça m'a énormément montré à quel point non seulement l'entrepreneuriat était quelque chose qui me plaisait et où j'étais beaucoup plus à ma place qu'à d'autres endroits où j'avais testé, j'avais fait beaucoup d'expériences professionnelles très jeune, en stage, en petit boulot, en parallèle de mes études. J'ai eu la joie de réaliser un de mes rêves, de travailler en ambassade aux États-Unis dans le secteur éducation. J'ai pas du tout aimé l'organisation, le management. C'était pas ma posture de prédilection. J'ai travaillé rapidement en grande entreprise, mais aussi en petit cabinet de conseil, en start-up sociale, etc. Donc j'ai pu observer différentes postures, ce qui m'a aidé en fait à trouver sa vocation. Ça a plein de visages en fait. Donc là, j'ai pu à la fois trouver le côté, ah bah, l'entrepreneuriat, c'est une posture qui me correspond mieux, d'ailleurs en groupe à l'époque. Euh, L'éducation, la formation, l'accompagnement au sens large, c'est un secteur qui m'anime profondément. Et puis petit à petit, c'est rajouter l'égalité des genres, l'empowerment des femmes aussi. Voilà, donc c'est par l'expérience et par l'introspection mélangée et l'inspiration des autres, des parcours, des rencontres, que j'ai pu petit à petit apprendre à me connaître pour savoir quelle était ma vocation. Et finalement, même si j'enviais mes copines qui, depuis toute petite, rêvaient d'être médecin, quand moi-même j'avais des parents médecins qui auraient souhaité que je sois médecin, mais qui ne m'ont pas obligée en ce sens, et je les remercie. J'aurais aimé avoir ce truc depuis petite qui me drive, qui me motive, et puis c'est clair, il n'y a pas à réfléchir aussi, un truc comme ça. Avec du recul, je me dis que c'est peut-être encore mieux, à minima pour moi, d'avoir eu l'opportunité de créer ma propre voie à partir de moi. Parce qu'en fait, ça part pas d'injonctions extérieures de mes parents qui voudraient que je fasse ci ou je fasse ça, ou de la société qui valorise ceci et cela, même si je travaille dessus au quotidien. Je suis une humaine influencée par mon environnement. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de voir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, dans quoi je suis douée, sur quoi j'ai envie de travailler, de progresser, de m'améliorer. Et comment est-ce que j'en fais mon quotidien? Et comment est-ce que je fais en sorte de gagner de l'argent avec ça? Parce que c'est un vrai sujet, comment gagner de l'argent avec ses talents, avec ses aspirations, etc. Donc, in fine, ça me soulage même de le dire, mais finalement, je trouve que ça a été une opportunité. Parce que je pense que maintenant, c'est toujours d'actualité, hein, je continue de, de mettre à jour, d'updater
qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller parce que bah, je change, le monde change, le marché change, les besoins changent et donc finalement c'est une réinvention quotidienne avec des temps forts pour me réinventer et ça me permet aussi d'accompagner des femmes et ce qui est quand même symbolique pour des femmes, de pas se laisser dominer par ce qu'on attend d'elles, qu'est-ce que tu dois faire, mais plutôt de se questionner profondément sur qui je suis, à quoi j'aspire et je suis libre et je construis ma liberté et mon émancipation pour pouvoir construire une vie à laquelle j'aspire vraiment et pas à être au service des autres, d'un mari ou d'un foyer si c'est pas mon aspiration, ou au contraire de pouvoir pleinement m'y consacrer. En tout cas, cette idée de construire sa voie à partir de soi en tant que femme, c'est particulièrement symbolique parce que les femmes ont longtemps été euh, comment dire, en tout cas, le monde du travail a été beaucoup construit par les hommes pour les hommes, et donc c'est un sujet particulier pour les femmes neuroatypiques en particulier, de pouvoir trouver leur place dans un monde patriarcal. Euh, et donc l'idée, c'est peut-être pas toujours de... En tout cas, moi, au début, j'ai été entrepreneuse dans l'école de commerce ESCP Europe où je contribuais sur l'incubateur, sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat étudiant. J'ai essayé, et ça m'a plu pendant une période de ma vie d'être intrapreneuse, de créer des projets au sein de structures existantes. Donc c'est être entrepreneur salarié d'une certaine façon, qui est un beau modèle aussi de sens au travail possible. Au bout d'un moment, j'avais pas envie de faire de compromis sur mes valeurs, sur mes aspirations, sur mes talents. Et ça demande un effort, hein. Ça me demande un effort supplémentaire de construire cette place. En fait, je ne cherche pas ma place, je la construis. Et je trouve que c'est beau aussi, et ça me permet de mettre des mots dessus, mais c'est beau aussi de contribuer à ce que les femmes puissent prendre leur place, définir leur place, déterminer qui elles sont, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, sans avoir à plaire aux autres. Voilà, pour moi, c'est vraiment une révolution féminine, c'est au service de, 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 de la société, c'est au service aussi des hommes, c'est au service d'un réajustement des places, d'une meilleure complémentarité. Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup d'implications derrière. Voilà, la place des femmes et comment, en tant que femme, on peut choisir et créer sa propre place. Ce qui est intéressant, c'est dans ta façon, encore une fois, de te présenter, et c'est quelque chose, à mon avis, qui est extrêmement difficile à comprendre dans l'absolu, donc c'est vraiment très essentiel de le faire comprendre. C'est comment on a tendance un peu à compartimenter, c'est-à-dire on se dit, au travail, je sais faire ça, à la maison, je sais faire ça, euh, et faire le lien entre ses compétences personnelles et professionnelles pour arriver à fabriquer quelque chose de différent, Mm. c'est quelque chose qui ne nous est pas enseigné, ou très peu enseigné. Et fondamentalement, c'est là où se trouve finalement l'espace pour créer sa propre voie. Parce que c'est là où on crée notre vraie différence, notre spécificité. Et dans des cadres de projets d'entrepreneuriat, c'est là où c'est essentiel. Et c'est définitivement là où c'est le plus dur d'aller parce que on ne nous apprend pas à faire le bilan de tout ce qu'on sait faire. Pas qu'on sait faire parce qu'on sait gérer un budget à la maison. Je ne peux pas revenir sur les bases, mais fondamentalement, je t'entendais te dire, une de tes premières expériences où tu avais été, t'as été contente de ta réussite dans cette expérience. Moi, j'ai souvenir de mon premier stage où effectivement, je me suis révélée dans ce stage en très très bonne au travail, véritablement. Si tu veux, j'ai fait un stage de 6 semaines et ça parlera pas à beaucoup de monde, mais quand mon responsable de stage est rentré de vacances, parce qu'il était même pas là quand j'étais en stage, il est allé au RH et il a dit bon, bah, on peut pas la laisser partir sans la payer parce que ce qu'elle a fait, c'est professionnel. Et je Voilà. suis partie avec 9500 francs Waouh! parce que j'avais effectivement livré un job professionnel. Heu et toute seule. C'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire que je me voyais comme une petite fille timide. À l'école, j'étais plutôt, dans un très réservée, avec peu d'amis, j'étais voilà et quand je suis dans un environnement professionnel, effectivement, je vais voir les gens, je pose les questions, je voilà et je déroule,
comme un bulldozer. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce qui est assez fatigant. Pour tout le monde, pour moi aussi. Tu as évoqué un point qui est important et qui va nous permettre de faire un peu le jump sur la partie biais. Tu parlais de l'image qu'on a. Un des biais, moi, qui m'interpelle le plus, c'est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire cette envie qu'on a de rentrer, justement, de se conformer au modèle et de plaire dans ce modèle. Euh, c'est quelque chose que tu as rencontré toi, que tu rencontres au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que toi, tu peux m'en dire plus avant sur ce biais? La désirabilité sociale, c'est vraiment le sens de se dire, je dois me conformer pour plaire, pour être accepté. C'est plus que ça, plus que pour plaire, c'est pour être accepté. Je dois être dans l'image qu'on se fait de moi. Et en général, notre cerveau se fait une image que l'autre ne se fait pas obligatoirement. Et typiquement, tu disais que tes parents étaient médecins et que tu n'es pas devenu médecin. Mm. Mais c'est ça, c'est qu'en tant que petite fille, on se projette dans cette désirabilité. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur ou en tant que femme professionnelle, on a tous les jours à être challengé ou à se challenger et à accepter de ne pas se conformer finalement à cette image qu'on pense être la bonne. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconscient sur ce sujet-là. Ce qui est conscient à l'heure actuelle, déjà, je pense que j'ai jamais voulu me conformer, pour le coup. Enfin, consciemment, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai été énormément marquée par des expériences sociologiques ou par, malheureusement, la réalité. Par exemple, euh, un des multiples exemples, mais marquant quand même, qui me tient à cœur, c'est la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, l'Holocauste, où je me dis, mais comment c'est possible d'avoir laissé cette tragédie advenir, des camps d'extermination? Je me dis, mais comment c'est possible, enfin, qu'il y ait autant de personnes qui aient contribué? Je me dis, mais moi, je peux pas m'imaginer que j'aurais pu contribuer. Et il y avait des expériences sociologiques comme ça qui montraient que quand il y avait quelqu'un d'autorité qui te demandait de faire quelque chose, tu le faisais et que c'était genre, je sais plus quels étaient les chiffres, mais c'était genre 6 personnes sur 10 feraient ça, et je suis en mode, non, mais c'est pas possible, je ne peux pas m'imaginer. Mais c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Et Ouais. aujourd'hui, effectivement, si c'est quelqu'un en blouse blanche ou un policier qui te parle, t'as tendance à obéir sans réfléchir. Et ça, j'avoue que je pense que j'ai été quand même éduquée avec beaucoup d'autonomie et beaucoup d'esprit critique, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Parfois, ça déplaît aujourd'hui à mes parents, puisque je crée ma propre pensée, parfois pas totalement en adéquation avec la leur. Mais en tout cas, je pense que j'ai rarement, par exemple, été dans, euh, je sais pas, à l'école, d'un coup, il y a un groupe qui va bisuter une personne et rejoindre le groupe pour machin. J'ai rarement été dans ces trucs-là, euh, par maturité, je pense déjà, et par valeur forte de pas vouloir faire du mal aux autres, etc. Même s'il y a des moments où, où j'aurais aimé mieux me comporter, etc. Mais globalement, je pense que j'ai quand même un fort truc de mes valeurs sont trop importantes, en fait, pour les compromettre à suivre. Ouais, c'est ça. Je suis trop attachée à mes valeurs et à cette forme d'alignement, de cohérence, de congruence pour la sacrifier sur l'autel de faire comme on me dit qu'il faut faire. Ou voilà. Donc ça, c'est un cap quand même assez fort. Les endroits où le biais a pu apparaître, clairement, c'est, je te disais, le côté bon élève, quoi. Pour te donner un exemple très, très signifiant, euh, j'ai dormi 3 heures par nuit pendant 10 ans à partir du lycée pour travailler plus. Et ça, c'est quelque chose qui est pas complètement traité aujourd'hui, hein. Mais voilà, cette sensation de devoir être bon élève, d'avoir des bonnes notes, sinon c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, je pense, par rapport au fait d'être aimé par mes parents, même si ça n'a pas du tout été dit ou quoi que ce soit, mais je pense que globalement, là, c'est le cadre de l'école, de la réussite scolaire et professionnelle, mais il y a quelque chose de l'ordre très fort qui est clairement encore en grosse déconstruction de mon côté, de l'ordre de je suis aimé pour ce que je fais. Et j'ai eu énormément de difficultés jeune à distinguer ce que je fais de qui je suis.
et de sentir que je suis digne de respect et d'amour, quoi qu'il arrive. J'ai fait un gros travail sur mon estime personnelle, notamment avec un coach, et plusieurs derrière, mais en tout cas, au tout début, mon premier coach, on a eu un très gros travail sur l'estime de soi, que j'ai ensuite partagé à de nombreuses femmes derrière, et c'est toujours un fil directeur de mes accompagnements aujourd'hui. Et voilà, ce rapport en fait à la performance, à la réussite, aux actions, me drive beaucoup. C'est quelque chose qui est beaucoup analysé dans un outil que j'aime énormément qui s'appelle l'énéagramme, dans le profil 3, pour celles et ceux qui ont la ref ou qui l'auront maintenant. Donc c'est voilà, la battante qui adore les objectifs mais qui peut se perdre en fait dans le faire. Et donc c'est vraiment un point de vigilance important sur ce point-là qui est un fil directeur. Le deuxième point, je pense que c'est autour de l'argent. Je gagne beaucoup moins bien ma vie que quasiment toute ma famille. Quand je dis toute ma famille, c'est oncle, tante, voilà, globalement. Euh, c'est à la fois un choix et un non-choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'aspire pas à gagner des 1000 et des 100. En tout cas, pas avec ce que ça implique derrière de choix, de compromis, de priorisation. Euh, et en même temps, il y a aussi, j'aimerais gagner plus d'argent que ce que j'en gagne aujourd'hui. Et il y a des moments dans ma vie d'entrepreneuse où j'ai gagné plus d'argent qu'aujourd'hui. Puis il y a eu des chocs. Il y a eu le Covid qui m'a mis un très gros coup. Et j'ai réussi il y a eu un moment où j'ai pivoté mes activités, donc j'ai changé les projets que je proposais, donc repartir de zéro. Donc j'ai plus pu me payer pendant 6 mois aussi après 6 ans d'entrepreneuriat. Ça m'a mis un gros coup, j'avais beaucoup honte, donc je le dis au cas où ça arrive à des personnes. Et j'aurais aimé savoir plus tôt que c'était OK et que en plus c'était extrêmement logique d'un point de vue entrepreneurial quand il y a un pivot, quand on repart dans une saison d'hiver entrepreneuriale, bah en fait on repart aussi des fondamentaux, de redéfinir une offre, de redéfinir une cible. Et en fait, bah, derrière, j'ai pu me repayer derrière après 6 mois. C'était pas garanti, mais j'ai pu me repayer 6 mois avec une vie qui me correspondait beaucoup plus, avec une motivation plus importante. J'ai pu m'augmenter un an après. Ça a été bien ficelé, bien réfléchi. Et j'aspire à pouvoir m'augmenter dans un an à nouveau pour réatteindre le niveau de salaire que j'avais pré-Covid. Et oui, ça m'aura pris du temps, et ça, je veux aussi le souligner, parce que j'en ai marre, mais puissance 1000, des charlatans qui font croire à beaucoup de personnes que c'est facile d'atteindre 10 000 euros par mois en 2 mois en partant de rien et d'avoir des revenus passifs et de rien avoir à faire. J'en ai ras-le-bol, parce que moi, je viens rattraper les entrepreneuses à la petite cuillère derrière, et on passe énormément de temps et d'énergie à déconstruire ces croyances et cette culpabilité de pas aller plus vite et cette désorganisation des priorités sur ce qu'il y a à faire. Donc j'en ai marre, mais vraiment marre, mais vraiment marre. Déjà, moi, j'ai été confrontée à ces trucs-là. J'ai mis du temps, grâce à des coachs aussi, à sortir de ces illusions. Et aussi pour les femmes que je vois, que j'accompagne, ça suffit ces fausses promesses-là qui détruisent, je sais pas comment le dire, mais qui bercent d'illusions irréelles et qui, du coup, alors qu'il y a des femmes qui sont dans la bonne direction, qui mettent en place les choses, elles ont l'impression qu'elles sont pas sur la bonne voie, qu'elles font pas assez, et on retombe dans surtout les personnes qui, comme moi, ont des enjeux au niveau de l'estime, qui ont envie de bien faire, qui sont assez perfectionnistes, on a déjà parlé, ce sera peut-être d'autres biais qu'on explorerait. Mais en tout cas, c'est des moments où, alors qu'elles font le taf, alors qu'elles sont en bonne voie, elles peuvent se décourager, elles peuvent se sous-estimer, elles peuvent douter là où elles sont en bonne voie. Parce qu'il y a eu toutes ces conneries de balancer pour vendre, en fait. Donc Bah, j'ai aussi un... là, pour le coup, pour l'anecdote et pour te l'offrir, c'est le biais du survivant, ça. Ok. Le biais du survivant, c'est justement, c'est que tu ne regardes que celui qui a réussi, et ça empêche plein de monde d'avancer. Parce que quand tu regardes des énormes success stories,
c'est assez passionnant d'écouter, des gars comme Xavier Niel expliquer, qu'ils ont fait faillite beaucoup plus de fois qu'ils ont réussi. Assumer qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui tombe, en marche. Notre cerveau, encore une fois, simplifie son écosystème pour se donner du sens, pour se donner de la vision, pour se donner une raison aussi de se simplifier la vie, hein. Mais tout ce que tu dis là, derrière, ce sont des biais. Et c'est ça que je trouve assez fascinant dans l'étude des biais, c'est que l'objectif, c'est pas d'arrêter d'en avoir, c'est impossible. L'objectif, c'est justement de se dire quels sont ceux qui me pénalisent le plus Mmh. et comment je les transforme. Tu parlais de syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Il y en a un autre, moi, que j'adore, c'est l'illusion de transparence. L'illusion de transparence, quand j'ai lu dans un livre ce que c'était, ça m'a tellement rappelé moi. C'est la sensation qu'on a que les gens lisent en nous. C'est-à-dire que quand on a le trac, quand on bégaye, tout à l'heure, je sors d'une réunion il y a moins d'une heure. Honnêtement, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je me fais honte à moi-même», hein. Et à la fin, j'ai un gars qui m'écrit dans le Teams: «Oh là là, ta réunion, masterclass». Mais c'est totalement ça, c'est Mmh. tous les jours ça. C'est-à-dire que si on se laisse submerger par ce qu'on pense de nous, on est perdu. Mmh. Parce que notre cerveau, parfois nous privilégie, mais souvent nous dévalorise. Donc c'est ce que tu disais, c'est toute la force du groupe dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est que quand on est dans un état de fragilité, de fatigue qui fait qu'on se dit: «Non, il y a plus rien qui va», et parler avec deux trois personnes qui vous regardent en disant: «Mais mon Dieu, mais c'est incroyable ce que tu fais». Je te jure. Mais et donc c'est ça aussi, c'est sortir, c'est passer d'un réseau à l'autre, d rencontrer des gens, un maximum, pour pouvoir avoir, aussi cette capacité à voir. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. On a des réseaux d'amitié ou de famille, qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Heu et donc arriver à avoir un regard, bienveillant, c'est aussi trouver des gens qui sont dans les mêmes problématiques. Mmh. Et ça, c'est toute la force de ce que tu apportes dans le club. C'est un enjeu énorme. Pose, si ça te va? Alors du coup, bah, moi, c'était sur le côté bon élève, la réussite, Mmh scolaire et professionnelle, la réussite mh. financière donc et puis, sur le troisième sur lequel ça a été un fil directeur de ma life pendant, je pense, 16 ans, ça a été aussi sur le choix de mon compagnon. Et ça, j'en parle rarement parce que c'est un sujet extrêmement intime, mais où j'ai eu, beaucoup de breakthroughs dernièrement qui m'ont bien soulagée. Mais effectivement, sur le choix de mon compagnon, voilà, mes parents avaient des attentes, sur, qui ils voulaient que je choisisse comme compagnon. J'en avais des différentes et donc ça a été des sujets, bah, de travail sur mon émancipation, sur, même sur la de me faire confiance aussi, sur le fait que je sais ce qui est bon pour moi, sur, la peur de me tromper, sur, voilà, en tout cas, ça a été un vrai sujet d'empowerment, d'émancipation, hein, c'est vraiment le terme, de libération et je pense que c'est aussi un sujet, de libération, féminine. Parce que je pense que le fait que je suis une femme joue aussi, sur le fait qu'on puisse plus facilement me dire, quoi faire, avec qui aimer et avec qui construire ma vie. Mais aujourd'hui, ça se passe, beaucoup mieux et j'ai énormément de gratitude, pour le chemin qu'ont parcouru mes parents. Donc et je suis très heureuse, en amour et beaucoup plus heureuse en famille. Donc après 16 ans de cheminement, donc c'est aussi un message d'espoir qu'on peut changer, s'émanciper et qu'en plus parfois ça peut changer en face. Ce qu'il y a d'intéressant aussi là-dedans, c'est que souvent, en plus, on se fait aussi une image de ce que les gens attendent de nous. Parce que je ne connais pas tes parents, je connais pas ta vie personnelle, mais souvent, en plus, on se met, nous, une barrière. C'est-à-dire que, les autres autour de nous sont finalement plus, c'est pas tolérant, c'est pas le mot, mais plus, enfin, ils sont moins dans une attente forte que nous, celle qu'on se met nous-mêmes parfois. Mmh. Là, c'était pas le cas. Mais sur d'autres sujets sur d'autres sujets, c'est vrai qu'on Bah, s'ils ont été clairs, au moins comme ah ça, oui, tu alors savais c'est très l'image clair. que tu cherchais. Non, très, très clair, mais ça nous a rapprochés, avec le temps.
Écoute, je vois l'heure qui tourne. Je me permets d'avancer, mais j'ai encore une fois 2-3 questions qui me semblent super intéressantes et j'aimerais te les poser. Aujourd'hui, si des femmes qui nous écoutent, si elles se sentent l'envie de changer, mais qu'elles n'y arrivent pas, quel serait le premier petit pas que tu pourrais leur conseiller de faire? Ouais, alors, on est avec vous les meufs déjà. Déjà, c'est super d'avoir envie de changer. C'est vaste, hein, le sujet de vouloir changer sa vie. En tout cas, le premier petit pas qui me vient spontanément, c'est déjà de voir ce qu'elles veulent plus. Parce que dans ces moments-là, on oublie parfois qu'il y a un temps de transition. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne nous va pas et on veut que ça change. Vite. Et je le comprends. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a un temps de transition, de se laisser le temps aussi de faire les choses. Et donc avant de savoir ce qu'on veut, c'est souvent plus accessible de savoir ce qu'on veut plus. Donc de faire un petit tableau, par exemple en 2 colonnes, avec qu'est-ce que je veux plus. Et ben je veux plus telle chose, tel truc dans mon taf, tel rythme, tel machin, tel comportement, tel rythme, tel... Et ensuite, aller voir dans la deuxième colonne, qu'est-ce que je veux à la place? Ok, j'aimerais dormir suffisamment, j'aimerais avoir des pauses, j'aimerais avoir plus de sens dans mon travail, j'aimerais avoir plus de soutien, j'aimerais voir plus mes proches, j'aimerais... Essayer d'être les plus précises possibles. Et la troisième étape après ce tableau, ça peut être de faire une visualisation ou de l'écriture qui va modéliser ce vers quoi elles ont envie d'aller. Donc ça peut être, donc d'un point de vue, pour celles qui sont plus, on va dire peut-être kinesthésiques, celles qui vont avoir envie de visualiser, ça peut être de se mettre comme dans une position de méditation, plutôt droite sur une chaise, et puis de fermer les yeux et puis de pouvoir s'imaginer euh, une vie dans des meilleures conditions, de pouvoir voir déjà comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait plus. Et ça va pouvoir modéliser pour le cerveau. Pourquoi? Parce que en neurosciences, on apprend que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. Donc, en visualisant, ça a permis de modéliser pour le cerveau la direction dans laquelle aller. Et de la même façon, on peut passer par de l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose d'hyper puissant pour modéliser et pour même structurer et pouvoir modeler son cerveau de façon beaucoup plus adaptée à là où on a envie d'aller. Et donc de faire de l'écriture assez libre, assez intuitive, mais qui puisse dire, voilà, comment est-ce que j'ai envie que ça se passe. C'est aussi possible de l'écrire au présent, comme si c'était déjà le cas, pour vraiment duper un peu le cerveau et puis pouvoir surtout, et je dirais que c'est la quatrième étape, du coup, je crois qu'on en est à la première case, qu'est-ce que je veux plus, deuxième case, qu'est-ce que je veux, troisième étape, visualiser et ou écrire pour modéliser les choses et savoir dans quelle direction on va. Et donc la quatrième étape, ce serait de pouvoir passer à l'action et donc de pouvoir identifier quelles sont les petites étapes pour pouvoir avancer dans cette direction. Parfois, on est trop ambitieuse et c'est ce qui va nous empêcher et le changement et nous immobiliser parce qu'on imagine une montagne et que du coup on n'avance pas. En le disant, je me dis que ça peut être pas mal de voir ça comme ça pour mon permis que je n'ai pas et que je n'ai pas commencé. Donc je vais imaginer ça. Et donc de vraiment être ambitieuse sur la montagne et d'être vraiment très minimaliste sur les étapes. Donc de couper dans les plus petites étapes possibles, mais vraiment les plus petites étapes possibles, ce qui va empêcher la procrastination, le fait de remettre à plus tard, ce qui va rendre simple chacune des étapes et vraiment le plus petit, le plus simple possible pour nous permettre de nous mettre en mouvement vers cette montagne et de cultiver à la fois la patience, à la fois la confiance et à la fois la persévérance. Donc je dirais que c'est la cinquième étape parce que un chemin de changement, ça nécessite du temps et c'est grâce à ce temps-là, moi j'estime vraiment que les grandes choses méritent du temps. Donc si c'est un changement qui vaut le coup, rappelez-vous pourquoi c'est important pour vous. Ça vous permettra de tenir les moments qui sont pas faciles. Si je prends un exemple, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais en poste, un poste qui me plaisait beaucoup, et puis petit à petit, il y a eu des choses qui m'ont beaucoup moins plu, sur lesquelles j'essayais de me protéger, mais que ça n'a pas été évident. Mais je savais pourquoi je tenais dans ce poste-là. Il y avait des choses qui me plaisaient dans ce poste-là. Il y avait aussi
le fait de terminer le contrat pour avoir le chômage qui a été aussi ma rampe de lancement, mon filet de sécurité pour entreprendre derrière. Et donc, je savais pourquoi je restais, je savais à quoi je disais oui, je savais quelle était ma motivation. Et donc, c'est très important de cultiver cet espace de patience, de confiance et de persévérance, parce que c'est le temps qui va amener le changement. Et tant qu'on garde en tête la destination, tant qu'on garde en tête pourquoi on fait les choses, tant qu'on garde en tête que c'est normal que ça prenne du temps, le changement, et ben plus ça va nous aider à trouver de la motivation, à faire le pas suivant, à cultiver aussi le chemin parcouru et à être fier de chacune des étapes, plutôt que de voir tout le reste de la montagne à gravir, de regarder tout ce qui a déjà été parcouru. C'est ça qui va permettre de garder l'endurance, garder la confiance, garder la motive. Donc vraiment avoir des temps pour, pour, pour donner sur ce point 5 de cultiver la patience, la confiance et la persévérance. Je dirais que concrètement, comment ça peut se passer, c'est de ritualiser des temps bloqués dans l'agenda où vraiment on prend le temps. Et quand je dis prendre le temps, c'est si vous avez 5 minutes, prenez 5 minutes, mais si vous pouvez vraiment dédier 1 heure, une demi-journée à vraiment faire le point régulièrement sur qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé ce trimestre, qu'est-ce qui s'est passé cette année, et de prendre des temps de rétrospective. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a un syndrome de l'imposteur, le blocage, c'est principalement, puisque c'est notre sujet, d'avoir des difficultés, voire une incapacité à intégrer ses réussites. Et donc, ça nécessite de vraiment cultiver cette capacité à regarder les progrès, regarder le chemin parcouru, regarder les accomplissements, regarder les fiertés et les intégrer. Et moi, c'est des rituels que j'ai sacralisés. Il y a des moments où j'y arrivais plus ou moins, mais où j'ai vraiment des moments bloqués pour faire mon point chaque fin de semaine, chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, chaque fin d'année, et que j'accompagne d'ailleurs au sein du club, notamment à travers nos retraites trimestrielles, dont on sort là récemment. Vraiment prendre le temps d'ancrer ses réussites, d'ancrer sa confiance pour pouvoir repartir l'esprit beaucoup plus vaillant, beaucoup plus confiant, beaucoup plus disponible. Tout redevient possible, en fait. Parce que la confiance, c'est quand même la base de tout. C'est là, je parlais de la direction modélisée, où est-ce que je vais, etc. Si je sais où je vais, que je me sens capable d'y aller et que je mets les actions en place, c'est parti, en fait. Tout devient possible. Mais si je sais pas ce que je veux, que je me fais pas confiance pour y arriver et que du coup, bah, je passe pas à l'action parce que j'ai une ambition démesurée et que ça me paraît trop, trop loin, trop vite, trop tout ça, bah là, on n'y va pas. Donc vraiment, de cultiver ces 5 étapes-là pour pouvoir se mettre en chemin, de cultiver la logique du chemin plutôt que de la destination aussi, de prendre plaisir sur le chemin pour y aller, plutôt que d'attendre d'y être pour être bien aussi. Évidemment, ça demande du soutien, ça demande de l'optimisme aussi parfois, et ça demande du courage. Donc, bon courage, et on y croit. Bah écoute, c'est fantastique. Pour moi, ce qu'il y a de hyper structurant dans ce que tu nous expliques, finalement, ça correspond très bien au chemin que moi j'ai parcouru. J'avoue que pourquoi je n'y arrivais pas avant, et c'est aussi ça sur lequel je me suis formée, c'est que j'avais besoin de comprendre si j'étais différente ou pareille, on va dire, que les autres. Les biais cognitifs, ça m'a donné cette vue-là. C'est-à-dire comprendre pourquoi, en fait, ça semblait tellement difficile à mon cerveau et que finalement, j'étais pas seule dans cette situation-là, parce qu'en fait, le cerveau, pour le coup, il fonctionne à peu près pour tout le monde pareil, alors avec des degrés de blocage différents, mais on est fabriqué génétiquement pour ne pas changer. Mm. Mais tout le cycle de notre vie, professionnelle et personnelle, et même physiologique, n'est que changement. Donc c'est un vrai enjeu, finalement, d'arriver à travailler sur assumer qu'on fait plein de choses bien, heu et assumer qu'il y a un objectif, mais qu'il ne peut pas arriver, du jour au lendemain. Et je suis d'accord avec toi, j'ai le même ras-le-bol que toi de voir des gens qui proposent des méthodes miracles pour réussir en une demi-heure. J'aimerais y croire, hein. Le Père Noël aussi, j'étais Ah hyper ouais. fan quand j'étais petite. C'était donc ça, c'était le Père Noël, celui qui vendait ce tunnel magnétique. C'était ça. Là, là.
Bah, écoute, en tout cas, je te propose de conclure cet entretien qui était encore une fois passionnant. Je te remercie, 1000 fois pour cet échange. Ce que je retiens de notre conversation, c'est que finalement, bah, la transformation, elle passe par la compréhension de soi et la compréhension de soi, elle peut passer par un certain nombre de procédés, mais il y a beaucoup de basiques, qui consistent à, heu, prendre le temps, écrire ou modéliser ou être capable de se projeter, mais que, de fait, que ça passe par la connaissance des biais cognitifs ou par aussi, un accompagnement en groupe, bah, c'est la force, elle est là. Donc il faut aller la trouver. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode des Biais dans le plat. Aujourd'hui, on a parlé du regard des autres, du regard qu'on a sur soi. Et si cet épisode vous a bousculé, fait réfléchir ou simplement touché, partagez-le autour de vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, abonnez-vous, ou laissez un commentaire et posez une question sur le prochain épisode que vous voudrez que je réalise. Très très bonne journée à tous. Merci Rebecca. Merci Sophie et au revoir à tout le monde.